Chez mon père, grasse matinée interdit, à 8h du matin, vous étiez en dehors du lit, sinon il venait de sortir du lit. Je sais pas, je dois avoir 30 ans. J'ai une évaluation avec un de mes patrons qui me fait une très belle évaluation. Première partie. Et la deuxième partie, il me rentre dedans. Les axes d'amélioration, c'est ça? Non, même pas. Il me dit maintenant, il faut que tu arrêtes de croire que tu as besoin d'en faire plus que les autres. Et quand par exemple on venait te chercher pour te sélectionner, pour te dire en fait sur ce job-là tu es sélectionné ou en tout cas tu vas prendre ce poste-là, comment tu le prenais toi? Pendant très longtemps, toujours très mal. Oui, chaque fois que j'ai été promu, ça a été des moments de perturbation. On ne réalise pas à quel point la première partie de notre vie, allez je dis de 0 à 20, et voire même 0 à 15, elle conditionne l'animal qu'on est aujourd'hui. C'était Zidane qui disait ouais, on peut continuer à aspirer à la vie de ceux qui sont tout au-dessus de nous, mais il y en a beaucoup plus en bas. Et moi je viens de là-bas. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'un CEO pas comme les autres. D'abord parce qu'il gère la partie Europe de l'Ouest d'une des marques de pâtes que l'on connaît tous, Barilla, mais aussi parce qu'il a un parcours singulier hors des sentiers battus qu'il a su défendre au nom de sa propre liberté. Cet homme, c'est Miloud Benahouda, que j'ai rencontré il y a à peu près 1 an et qui m'a vraiment touchée par sa simplicité, son humilité. On a eu une conversation riche et sincère, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Miloud Benahouda. Bonjour Miloud. Bonjour. Je suis très très contente de te recevoir ici sur Gatéméry. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. J'ai pour coutume d'introduire un peu mon invité par la rencontre, comment j'ai rencontré cette personne. Et avec toi, c'était assez marrant quand même parce que j'ai un de mes mentors, Marc Le Breton, qui me parle de toi. Et voilà, je cherche un peu sur LinkedIn. Je pense que je t'écris pas, je t'ajoute juste sur LinkedIn. Et il y a un événement auquel j'avais pas trop envie d'aller, j'avoue. Je dois l'avouer parce que moi, j'aime pas trop aller dans les événements. Et je vois que tu es speaker. Donc je me dis, je vais me motiver pour ça. Et je viens à l'événement avec mon livre, Les idées inattendues, que j'ai pas ici, que je te dédicace. Je te l'offre, mais en me disant, je vais lui donner, il va jamais le lire. Et puis voilà, merci, au revoir, quoi. Et effectivement, tu le dis, tu me fais un retour. Je l'ai lu. Voilà. Absolument. Tu me fais un retour sur LinkedIn et je me dis, sympa ce monsieur. Et je te propose un café quelques semaines plus tard et on se prend un café. Et là, j'ai vraiment été... je vais pas te jeter des fleurs, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ton humilité, ton côté down to earth. Et du coup, je me suis dit, Miloud, si un jour je dois reprendre le podcast, je l'inviterai. Et c'est le cas aujourd'hui. Merci pour ça. Donc, je suis très heureuse. Pour commencer, j'ai envie de te demander, qui es-tu, Miloud ? Qui je suis? Miloud. Miloud, il est né en Alsace, il y a maintenant 52 ans, voilà, d'une famille nombreuse, on est 8 enfants. Le schéma classique, mes parents qui sont d'origine algérienne, donc qui ont immigré en France dans les années 60. Okay. Donc voilà, j'ai fait toute mon enfance en Alsace, et puis ensuite mes études m'ont emmené de l'autre côté de la France, donc pour faire une école de commerce à La Rochelle. J'ai fait aussi une petite année aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange quand j'étais étudiant. Ouais. Et aujourd'hui, je suis président pour la région Europe de l'Ouest pour la société Barilla. Barilla, les gens connaissent les pâtes, la boîte bleue. Donc Barilla, la particularité, oui, c'est une entreprise familiale. C'est plus de 140 ans que l'entreprise existe et la famille est encore à la tête de l'entreprise. Et donc oui, en France, c'est les pâtes Barilla, mais les gens savent peut-être moins, c'est également le pain Harris. Ah, c'est eux. C'est nous c'est aussi, vous. Absolument, c'est nous aussi. Donc on est à la fois sur un plat de pâtes à l'italienne et le petit déjeuner. Ok. Harris, oui, le pain complet, moi j'adore. Parfait, continue. Je suis une bonne consommatrice. Comme tu l'as dit, tu es le 5e, il me semble, de ta fratrie. Absolument. Alors, qu'est-ce que ça a forgé en toi d'être dans une grande fratrie ? Alors, j'ai envie de dire... Alors, on a bien entendu grandi, on va dire, dans les situations, difficiles. Maman ne travaillait pas, mes parents étaient illettrés, mon père était ouvrier. La cité HLM, les 50 mètres carrés à 10 personnes dedans. Donc, ça a forgé sûrement une espèce d'énergie intérieure de se dire on ne va pas dupliquer et puis on va essayer de faire en sorte que le futur sera un peu différent.
Après, je pense que ça a aussi appuyé des notions de solidarité très fortes. Hmm. On s'occupe des uns des autres, et ça s'est fait de manière, j'ai envie de dire, générationnelle. Ouais. C'est-à-dire que mes aînés se sont occupés des plus petits, et puis aujourd'hui, ça continue avec les neveux et les nièces. Hmm. Donc il y a bien sûr aussi cette espèce de côté un peu, on va dire, clanique. Hmm. Mon papa était comme ça, un peu chef de clan, et un peu tribu. Hmm. Et ça perdure, puisque voilà, on est maintenant, voilà, on s'occupe des plus jeunes et des plus petits. Et puis s'il y a une défaillance quelque part dans la famille, bien sûr, c'est la défaillance de tout le monde, et tout le monde Et se collectivement, sent ouais. collectivement responsable et Responsable. solidairement responsable. Trop bien. Mm. Et du coup, à quoi ressemblait ton enfance? Tu rêvais de devenir quoi? Tu vois, je parlais dans cet environnement-là. Toi, comment tu voyais ton futur? Alors moi alors le tout début, un peu comme tout gamin qui rêve, j'étais très footeux, donc je m'imaginais un jour footballeur professionnel, mais je n'étais pas très grand, j'étais un peu fétiche, donc ça s'est vite oublié. Non, je pense que moi j'ai eu la chance d'avoir un modèle dans ma famille qui était mon frère aîné, Mhm. qui avait plutôt bien réussi et un beau parcours, et qui était devenu une espèce de, comment dirais-je, De phare. de phare. Ouais. Voilà, je me rappelle petit, mon frère qui arrive avec sa nouvelle voiture de fonction, et m'aurait tout excité autour de cette nouvelle voiture de fonction qu'il venait d'obtenir pour un job. Et je me rappelle de mon père qui me coince contre un mur en me disant t'en veux une comme ça plus tard, et si t'en veux une comme ça plus tard, il faut travailler à l'école. Donc voilà, j'avais pas de vision très précise étant jeune d'un métier en particulier. Mhm. Mais en tout cas, ouais, je savais que j'avais fondamentalement pas envie de dupliquer la même vie qu'on a eue et essayer de faire mieux. Hmm. Et justement, tu as évoqué ton papa qui était ouvrier et ta maman, du coup, qui vous éduquait à la maison. Je sais qu'il y a enfin, ton père poussait énormément sur cette valeur travail. Qu'est-ce que ça t'a aidé à faire par la suite, ou la leçon, en tout cas la grande leçon que tes parents t'ont transmise qui reste aujourd'hui en toi? Ah, ben c'est la valeur du travail. Ouais. Mon père était très dur, et maintenant avec le recul, je lui dis ô combien il avait raison. Hmm. Puisqu'une fois plus, en plus, on était dans un contexte où effectivement, il fallait tenir les enfants, sinon les tentations de glisser, elles étaient nombreuses. Et oui, il accordait une importance assez forte au travail, dans le sens où il nous l'inculquait au quotidien. C'est-à-dire qu'il fallait aller faire du bois, fallait aller au jardin. Chez mon père, grasse matinée interdit. À 8 h du matin, vous étiez en dehors du lit, sinon il venait On te connaît, sortir on du lit. connaît. Nous, à la maison, les garçons faisaient le ménage. Voilà, donc il faisait en sorte qu'on ne traîne pas. Hmm. Et le deuxième point, c'était l'école. Pour lui, c'était le truc ultime. Hmm. D'ailleurs, il avait été assez... Enfin, la parole du prof était la parole de Dieu. Hmm. Il avait réussi à nouer des liens avec mes profs Peut-être avec tout le au monde. primaire, en collège. Ce qui faisait que quand tu avais un peu dévié à l'école, il avait des comptes rendus. Et contrairement d'ailleurs à aujourd'hui, peut-être, si le prof venait se plaindre d'un des comportements de ses enfants, tu discutais pas avec le prof. Hmm. Donc ouais, c'était travail, école. Et puis sûrement aussi parce que lui, il n'a pas eu droit à l'école. Oui. Moi, je me rappelle, il disait toujours, il disait à l'époque, un jour, il disait, si moi j'avais eu la chance d'aller à l'école comme vous, j'aurais été préfet. Voilà. J'adore. Pour l'anecdote. Ouais. Donc ouais. Et pourtant, il savait pas lire, hein, il savait Oui. pas écrire, mais Hmm. voilà, il nous tenait pour faire les devoirs, on sortait pas, donc bon, c'était facile un peu de l'enfumer sur Oui, sur j'ai des fait, choses. j'ai pas fait. Mais par contre, quand le prof faisait un compte rendu où il y avait des notes qui étaient mauvaises, Là, ça se passait pas bien. là, ça se passait pas bien. Voilà. Je comprends. Mm. Et tu as quand même suivi ces conseils-là parce que tu étais souvent premier de ta classe, etc. Et j'ai appris justement que à l'école, on t'a dirigé vers un CAP, chose que toi, tu voulais pas, je pense. Ça, comment tu l'as vécu quand tu es premier de la classe et qu'on te dise non, toi, c'est là-bas? Pas très bien, bien entendu, pas très bien, mais oui, effectivement, il y avait un sujet d'orientation qui est apparu, alors après la troisième, deux, il est réapparu après le bac, qui était de m'orienter vers, alors après le collège, c'était une formation courte et plutôt manuelle, Hmm. donc oui, CAP, BEP, etc. Et au collège, après le bac, où j'avais une possibilité de faire une prépa des grandes écoles, c'était de m'orienter vers un BTS ou un DUT.
Donc voilà, donc oui, je pense que là-dessus, les conseillers d'orientation, si je peux dire, ont un rôle quand même assez clé à jouer. Oui, je l'ai vécu comme une forme comment dirais-je, de discrimination, bien entendu, puisque ça faisait référence à où j'avais grandi et mon nom. Faut pas se leurrer. Mais voilà, après, moi, j'ai toujours eu, dans ces situations-là, on va dire, de discrimination, défiance, j'ai toujours réussi à inverser ça comme un moteur positif, Oui. qui était même un truc un peu peut-être arrogant, qui était de dire, vous allez voir, je vais vous montrer que. Mm. Donc au final, je dirais, ou plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Ça aurait été des expériences qui m'ont servi. Et ouais, j'ai pas été, comment dirais-je, dans la lamentation ou dans machin. Ça m'a toujours, tout de suite, en général, saisi et a ajouté une énergie supplémentaire pour faire en sorte que je ferais la démonstration à ceux qui pensaient qu'ils se trompent. Qui se trompe. Voilà. Et justement, ce sujet, même si on va beaucoup plus largement sur le côté, enfin, plus largement qu'à la discrimination, le fait qu'on te mette dans des cases, et je pense que c'est un truc assez commun, je pense, malheureusement pour nos profils ou même enfin, pour vraiment d'autres catégorisations, hein, mais vraiment ce côté, je pense qu'en France, c'est quand même très commun. Ça, comment tu as réussi, toi, à le déjouer? On va en parler, je pense, après aussi, mais comment tu le conçois ça et comment tu réussis à le déjouer? Alors moi, une fois plus pareil, il y a deux directions. Soit une fois plus, tu prends ça de manière agressive et puis lamentation, etc. Et moi, j'ai toujours pris à l'inverse, qui était plutôt une énergie, on va dire, supplémentaire. Donc moi, j'ai fondamentalement toujours accepté, et pendant longtemps, que je devais en faire plus que les autres, Ok, de facto. de facto. Ok. Donc, Ça vient ouais. des parents? Ou Ça vient c'est... des parents et ça vient de, j'ai envie de dire, une certaine, comment dirais-je, conscience du contexte dans lequel j'étais. Ok. Donc voilà, et pour l'anecdote, dans ma carrière, je crois que je sais pas, je dois avoir 30 ans, j'ai une évaluation avec un de mes patrons qui me fait une très belle évaluation, première partie, et la deuxième partie, il me rentre dedans. Les axes d'amélioration? Non, Non. même pas. Il me dit maintenant, il faut que tu arrêtes de croire que tu as besoin d'en faire plus que les autres. Et ça a été une petite gifle. Ouais. Donc ça veut dire que je l'ai traîné jusqu'à Oui. quasiment 30 ans, 30 ce ans, ouais. sentiment-là. Ouais. Et oui, non, j'avais cette conviction que, je devais en faire plus que les autres parce que conscience du contexte dans lequel j'étais, et puis aussi parce que volonté de réussir et de sortir de tout ça. Et voilà, je pense que, entre guillemets, ceux qui vont plus loin sont aussi ceux qui en font le plus. C'est valable dans toutes les, comment dirais-je, dans toutes les catégories au sport. Les moyens, ils restent moyens, et ceux qui en font plus que les autres et s'entraînent plus que les autres, c'est ceux qui vont le plus loin. Donc voilà, faut pas. Mais faut ça, pas tu se penses leurrer. que c'est vrai? Enfin, moi, ce concept-là, j'y crois de moins en moins, notamment en entreprise, où en fait, tu peux faire beaucoup, mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent Bien sûr. pour pouvoir progresser. D'accord. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière le côté mais je bosse comme un taré ou comme une acharnée, mais que derrière, en fait, c'est pas forcément valorisé parce que bah il y a le fait de connaître les bonnes personnes, il y a le fait de faire savoir ce que tu fais, etc. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a changé en toi quand ce directeur-là t'a dit ça? Bah alors, là où tu as raison, ça suffit pas. Moi, je suis assez convaincu que il y a des notions, alors ce qu'on va appeler de leadership ou de comportement, qui sont aussi importants que la performance. D'accord, ouais. L'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que tu vas être super performant et avoir un comportement de merde, et ça ira pas. Et à l'opposé, tu peux avoir un super comportement mais performer un peu moyen, ça ne marchera pas non plus. Donc voilà, moi ouais, sur mon parcours, je pense que j'ai toujours été avec un comportement que je m'imposais exemplaire en entreprise, avec mes patrons, avec mes collègues, le respect des règles, le comportement au quotidien. Donc ouais, moi je m'étais mis un peu comment dirais-je, une espèce de discipline sur ce sujet-là, que je continue encore, Oui, ouais. quel que soit mon rôle. Et oui, tu vois, moi j'ai été, donc ça fait 26 ans que je travaille chez Barilla. J'ai été promu 8 fois. Je n'ai jamais répondu à une annonce de job en interne. Oui, te chercher. On est chaque fois venu me chercher.
Voilà, ce qui faisait la démonstration qu'une fois de plus, tu n'es pas nécessairement dans l'obligation de vouloir lever la main ou d'être revendicatif en permanence. Tu tomberas toujours, je pense, moi je fais confiance en tout cas à ça, sur quelqu'un qui saura reconnaître. Voilà, moi j'ai été entouré de gens plus brillants que moi et que je trouvais plus brillants que moi. Et des fois j'ai été choisi pour des fonctions. D'ailleurs ça m'a toujours un peu perturbé. Mais oui, je pense que c'est un ensemble. Pour moi, il y a vraiment une notion de leadership et de comportement et de la performance parce que voilà, Oui, t'es pas dans des ONG, t'es c'est pas le dans une BABA. ONG, Bien sûr, bien sûr. voilà, t'es dans une obligation Ouais. de performance et de résultat. Ouais. Mais je crois que la notion de comportement au quotidien, du savoir-être, Fondamental. Ouais. elle est fondamentale. Et enfin, tu l'as dit en filigrane rapidement. Justement, ça t'a dérangé qu'on vienne te chercher. Quand par exemple, on venait te chercher pour te sélectionner, pour te dire, bah, en fait, sur ce job-là, t'es sélectionné, ou en tout cas, tu vas prendre ce poste-là. Comment tu le prenais, toi? Pendant très longtemps, toujours très mal. Pourquoi? Je gratte là. Non, mais alors moi, ça m'est arrivé déjà très tôt quand j'ai passé mon mémoire. Et en fait, j'ai une succession d'événements comme ça là. J'ai passé mon mémoire, j'ai fini l'oral. Tu sais, tu sors, le jury délibère, tu Ouais, reviens. ouais. Il y a un gros silence. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai planté. Je dis au jury, bon, bah, faut quand même me donner ma note. Et ma note me dit, mon maître de jury me dit à l'époque, il me dit voilà, la note maximale du mémoire c'est 25 points, on va vous en donner 27. Ok. Et on va insister pour que 27 points soient dans votre dossier. J'étais avec tous mes amis dans l'amphi, tout le monde plein de joie, machin et tout. Allez, on sort, on va faire la fête, etc. Et moi, j'ai rien fait. J'ai déprimé, j'ai pas dormi de la nuit. Donc, premier élément déclencheur, et là, on va dire, j'ai 21 ans. Ouais. Voilà. Et puis après, oui, chaque fois que j'ai été promu, ça a été des moments de perturbation. Je pense Pourquoi? le syndrome de l'imposteur. Ouais. Je pense, pourquoi moi? Est-ce que j'aurai la capacité de? Est-ce que je ne vais pas me planter? Est-ce que je ne vais pas décevoir? Est-ce que j'ai les qualités pour? Jusqu'à encore très longtemps. Ça va mieux, hein. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement? Parce que je pense que c'est des situations qu'on a tous connues et qu'on connaîtra peut-être dans l'avenir. Mais comment tu arrives justement à cranter, à te dire, bah, je pense que de poste en poste, tu prends un peu de bagou. Ouais. Comment tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a aidé en tout cas? Alors, plusieurs convictions avec le recul. Le premier, c'est que je me disais, comme c'est pas moi qui ai demandé, c'est eux qui m'ont choisi, c'est quand même. Il y a une raison? Il y a une raison. Deux, ils ont plutôt intérêt que je réussisse. Quand quelqu'un nomme quelqu'un, il a plutôt intérêt à faire en sorte que ça marche bien. Donc, j'avais confiance en la capacité ou de mon manager ou de l'organisation de m'aider à réussir et parvenir. Et après, j'ai envie de dire deux choses. Un, humilité. Donc, tu prends les promotions avec humilité et tu te mets à un niveau. Tu ne vas pas avec plein de certitudes et plein de convictions. Il y a toujours une grande phase de courbe d'apprentissage. Et puis le travail. Tu t'y investis et tu t'y investis à fond. En général, voilà, sur toutes les prises de poste, j'ai toujours ces 3 à 6 mois où tu as la tête sous l'eau. Exact. Faut juste l'accepter. Ouais. Faut pas croire que tu cliques les tâches supérieures juste Rapidement, comme ça et ça glisse. Ouais. Non, il y a une courbe d'apprentissage de 3 à 6 mois où tu as la tête à l'envers. Tu y consacres toute ton énergie, une fois de plus avec humilité, d'accepter que tu es en apprentissage. Comment on appelle ça? Moi j'appelle ça des perturbations dans ta vie. Et les perturbations, il y a deux manières de les lire. Soit ça t'empêche de dormir et t'en fait une dépression, soit ta perturbation, tu la considères comme qu'on appellerait ça un turning point de ta life où tu vas apprendre un nouveau moteur. Et ouais, non, j'ai eu ça tout au long de mes expériences professionnelles. Et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu penses que... Enfin, moi, je prône un peu la sweet life. Tu vois, en fait, je me dis que nos parents ont énormément travaillé. Nous, on se donne tout autant. Et je trouve qu'il y a toujours cette croyance, ou en tout cas cette attitude-là de trop travailler, beaucoup plus que les autres. Et je pense que parfois, ça peut nous desservir. Parfois, hein, je ne dis pas tout le temps. Et aujourd'hui, pour la génération d'après, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement pour pouvoir un peu jauger, ou en tout cas un peu équilibrer ce rapport-là de trop se donner? Parce que je pense que tu es aussi dans des contextes où on a pu te reconnaître, on a pu reconnaître ton travail. Il y a d'autres contextes où le travail n'est pas reconnu. Et donc, c'est un manque de reconnaissance, etc., où ça mène, quoi.
Et donc, moi, cette balance-là, je ne sais pas trop comment, parfois, Alors moi, j'ai trouver le curseur quoi, au bon endroit. alors honnêtement, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais j'ai jamais eu le sentiment d'être à la mine. Ok. Et comment je faisais ça? Je me suis toujours ménagé les espaces de, on va dire, de déconnexion et d'autres choses. On va en parler. Donc, faut savoir, je pense, y mettre des limites. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je suis convaincu que si tu t'accordes pas et si tu ne construis pas ces espaces-là, tu peux pas performer. C'est ça. Parce que moi, j'ai connu les périodes où, où j'étais que dans le taf, t'es pas performant. Moi, j'ai eu une période d'expatriation où j'étais en Suède et mon hôtel, et je dormais à l'hôtel pendant quasiment 6 mois, et mon hôtel, je traversais la rue pour arriver au bureau. Mais vraiment, je traversais, c'est-à-dire que de mon bureau, j'avais vu sur ma chambre d'hôtel, pour donner Mais une au idée. moins, tu avais un bureau. Voilà. Mais voilà, là, Ouais, ouais. j'ai fait une Je vois. life où C'est ça, je passais c'est de mon bureau, je traversais, j'allais dans ma chambre d'hôtel, et vice-versa, et le lendemain. Pendant 6 mois. Et je me suis rendu compte à un moment, mais t'as la tête à l'envers, t'es tout gris, t'arrives irrité, Ouais. tu peux pas performer. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense qu'effectivement, il faut s'imposer cette espèce de discipline du juste équilibre, avec des espaces de, comment on appellerait ça, de régénération. Chacun a les siens, c'est faire du sport, faire de la cuisine, aller faire un ciné. Enfin, chacun trouvera ses, entre guillemets, ses zones, on va dire, de bien-être. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est le premier point. Et après, voilà, moi, j'ai pas, dans la valeur travail, je n'ai pas de connotation négative. Donc, je pense qu'il faut aussi enlever ce truc-là de, voilà, le travail, la mine. Le travail, c'est aussi un lieu d'épanouissement. Oui. C'est un lieu de développement. Et moi, ce que je dis toujours, et c'est le luxe que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'un jour, j'ai un de mes neveux qui me pose la question, qui me dit mais Miloud, tu travailles beaucoup, est-ce que. Donc, toi, tu arrives le matin, tu pointes, et le soir, tu pointes. Quelle heure de quoi tu me parles? Et en fait, ce que je lui ai dit, et qui était peut-être une révélation pour moi aussi, en fait, ce que je leur souhaite aux plus jeunes, c'est d'aller dans un endroit qui s'appelle pas travail. Moi, je me lève le matin, je ne vais pas au travail. J'ai ce luxe-là aujourd'hui, et je le dis, je l'assume. Je dis souvent, j'aime beaucoup mon lit, et donc il me faut de bonnes raisons pour en sortir le matin. Tous les matins, moi, j'ai la chance de pouvoir sortir avec la patate. Je monte sur mon scooter, je vais à un endroit où, je suis content de voir les gens que je vais voir. 2, j'aime ce que je fais. Tous les jours, je fais des choses très différentes. 3, je continue de me développer, d'apprendre. Oui, bien sûr, on me respecte. Oui, bien sûr, on va dire, ces éléments fondamentaux, ils doivent être là, quand même. Bien sûr. Mais voilà, je trouve qu'il faut désacraliser cette notion de travail, parce que je suis convaincu, et on ne sera pas tous d'accord là-dessus, que le travail est un lieu d'épanouissement, un lieu de vie. Voilà, moi, je ne fais pas tant de différence entre le travail et ma vie perso. Ouais, bah ça, du coup, ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Ouais, ouais. Mais dans les deux sens. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et ça, comment tu. Enfin, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Mais tu vois, typiquement, ça, comment tu le. Est-ce que ça a toujours été le cas de pouvoir justement être tellement épanoui qu'en fait, tu n'as plus de sujet entre ta vie pro et perso? Moi, je ne crois pas, moi, en la vie du pro et perso. C'est la vie tout court. C'est la vie, point. Et en revanche, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui scindent leur vie pro, portent un masque, travaillent, rentrent chez eux, etc. Comment tu as réussi à justement joindre les deux et te dire bah, aujourd'hui je suis moi et tout simplement moi, je suis tout simplement Miloud et je fais ma vie quoi. Alors, j'ai eu ce parcours de développement, et c'est pas ce que je dis là aujourd'hui, c'est pas moi il y a 25 ans, c'est Oui, moi bien à sûr, 52. c'est ça, oui. Non, alors, une fois de plus, il y a des fondamentaux dans le travail qu'il faut respecter, qui sont bien sûr liés à la performance, Oui. qui sont liés au comportement, qui sont au respect des règles, parce qu'il y a des règles de vie commune, sinon c'est l'anarchie. Et après, effectivement, il y a des éléments sur lesquels voilà, tu peux ajuster en fonction de ta vie, ton quotidien. Je sais pas, moi, j'ai imposé des règles chez moi où aujourd'hui, moi, je fais pas de réunion avant 9h30 et je fais pas de réunion après 18h. J'aime cette culture. Voilà, et je me le suis imposé à moi. Bien sûr, pour pouvoir. Bah, après, et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'exemplarité. Voilà, et voilà, donc il y a ces petites choses-là. Et puis après, je trouve qu'il y a aussi il y a un côté. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup fait, c'est un travail personnel de ce qu'on appellera de self-awareness. Donc, tu comprends aussi ce que tu n'aimes pas, ce qui te tire, ce qui te freine. Ça, tu l'as fait à quel âge, ce travail-là? Ouais, 30 ans.
Ok. Aux alentours de 30 ans, qui vont chercher d'ailleurs dans l'histoire de ta vie. Hein. Bien sûr, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je dirais. Et qu'est-ce que ça, enfin, par rapport au pro, encore une fois, justement ces ajustements-là, de ce self-awareness-là, qu'est-ce que tu en as tiré qui t'a permis de faire des ajustements? Alors l'exercice, il était assez simple, c'est-à-dire que alors, c'était un quadrant où globalement, de plein de choses, on arrive à identifier, on va dire, alors de quadrant, il y a les éléments positifs, c'est-à-dire ceux qui sont les éléments qui sont tes points de force, c'est ceux sur lesquels tu peux t'appuyer, continuer, tirer, etc. Ceux que tu peux développer, qui te manquent, et c'est très positif. Et puis après, il y a justement le côté un peu plus sombre, qui celui-là est sûrement celui qui est le plus perturbant. Et dans le côté le plus sombre, il y a une partie qui est, de toutes les façons, fait partie de toi, et tu feras ce que tu veux, ce sera là, parce que c'est l'histoire de ta vie. Ouais. Et il y a une autre partie sombre que potentiellement tu peux travailler et quand même, on va dire, minorer et avoir moins d'impact sur ta vie. Et donc, ouais, moi, ça a été, entre guillemets, une fulgurance, parce que aussi le choc, si je peux dire, c'est qu'on ne réalise pas à quel point la première partie de notre vie, allez, je dis de 0 à 20, et voire même 0 à 15, elle conditionne l'animal qu'on est aujourd'hui. Il y en a même qui vont entre 0 à 7. Ouais, voilà, je sais qu'il y en a un qui vont à 0 à 7. Mais moi, allez, globalement de 0 à 20, parce que moi, mes événements, on va dire mes gros événements et les grands tournants de ma vie sont potentiellement arrivés à ce moment-là. Et en fait, il y a du déni tout au long de ta vie, notamment sur la partie sombre, parce que c'est pas les choses que tu aimes, c'est pas très, très agréable. Beaucoup les mettent sous le tapis. Donc, petit conseil, ça c'est une erreur. Vaut mieux sortir les dossiers. Il faut du courage. Hein. Il faut du courage et il faut les sortir, les affronter. Ouais. Ce que j'appellerais dealer avec. Parce qu'une fois de plus, ils sont là. C'est un événement malheureux. Là, moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 18 ans. Tu l'enlèves pas. Ça fait partie de ton histoire. Et c'est ce que tu en as tiré. Donc, à la fois des dynamiques qui sont positives, celles sur lesquelles tu vas t'appuyer. Bien sûr, il y a des choses un peu plus dures, tu vas les gérer. Donc voilà, donc je trouve qu'être en pleine conscience de l'animal qu'on est et de l'histoire de sa vie, ça aide vachement, notamment aussi à performer dans le travail. Oui, moi, tu prêches une convaincue. Et moi, je suis même allé plus loin, parce que c'est-à-dire quand j'étais manager, j'ai partagé avec mes équipes. Ah, ok. Je dis, voilà l'animal que je suis. Ok. J'ai pas envie de faire semblant. Ouais. Parce que je l'ai vécu, moi, pour te dire, quand j'ai été nommé DG de la France, voilà, pour l'image, je suis en scooter, j'arrive, je pose mon scooter, et je me voyais passer la porte de l'immeuble, et j'ai l'impression de mettre un costume. Et au bout de, honnêtement, 4-5 mois, j'ai trouvé ce costume lourd. C'est clair. Je jouais un rôle. Et ça marche pas. D'ailleurs, les gens en général, ils savent bien te lire et ils savent quand tu joues un rôle, donc ça sert pas à grand chose de jouer un rôle. Et par contre, ouais, j'ai estimé qu'à un moment, il fallait que je fasse cet exercice-là avec mes équipes de faire fondre l'armure, quoi. Ouais, puis ça s'appelle un peu un espèce de service après-vente. En disant voilà, je fais les choses très bien. Voilà ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer sur moi. Voilà les choses que je m'engage, je vais développer, je vais m'améliorer. Maintenant, il faut que vous sachiez, il y a une partie sombre chez moi. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire différemment. Elles font partie de ma life. C'est l'histoire de ma vie. Et il y a l'autre partie que, voilà, il faut que vous sachiez, je vais peut-être un peu... vous allez me trouver peut-être un peu ours un jour. C'est rien contre vous. C'est juste moi. Je ne sais pas faire semblant si je ne suis pas bien. Et ça peut arriver des jours où on n'est pas bien. Je ne vous ferai pas le grand sourire et l'air de rien. Non, je vais m'isoler. Ouais. Voilà, je vais m'isoler, je ne vous emmerderai pas, je vais m'isoler. Donc voilà, donc je trouve que ouais, ce parcours et ce travail entre guillemets, de recherche intérieure, qu'on arrive à structurer après, est important. Et avec, une fois de plus, cette prise de conscience que oui, les personnes qu'on est, elles sont fondamentalement déterminées entre 0 et 20. Que là-dedans, il y a, ça s'appelle en anglais les turning points de notre vie. Alors les turning points, il est où extrêmement, comment dirais-je, exaltant, positivement, ou pénible. Je dis exaltant. La naissance d'un enfant, c'est un turning point exaltant. Bien sûr, un décès, une maladie, c'est un autre élément. Et il faut bien prendre en compte tous ces éléments. Je suis pas en train de dire qu'il faut construire l'arbre de sa vie juste sur les trucs qui nous ont fait de la peine au long de l'histoire. Les deux s'équilibrent largement. Ouais, complètement. Et quand tu as démarré ta carrière, quelle était ton ambition de départ?
Tu vois, parce que là, on parle un peu de tout, mais quand tu as vraiment commencé, tu te disais, en fait, je travaille pour quoi? Alors moi, un, euh, moi il fallait que je travaille tout de suite. Donc j'ai fait des études et des stages pour faire en sorte que quand je terminais l'école le vendredi, le lundi j'avais un travail. Donc moi j'avais déjà cette espèce de, comment dirais-je, de flip du chômage. Hmm. Et Qui donc, était conditionné par ta famille, et voilà, et je pense. conditionné par le contexte dans Par le lequel j'ai contexte grandi plutôt, oui. plus tôt. Ouais. Un contexte donc j'avais un truc, obsession, mais jamais. Donc pour l'anecdote, moi j'avais identifié le secteur d'activité, donc l'alimentaire. Deux, j'avais identifié la boîte pour laquelle je voulais bosser. Ma première boîte, ça a été Danone. Mhm. Et quand j'étais étudiant, j'ai fait tous mes stages chez Danone. Et tous mes profs à l'époque disaient les stages c'est pour aller voir d'autres choses. Et moi non, parce que en fait Danone à l'époque ils avaient un système de notes sur 20. Ok. Donc j'avais un stage, donc la première note j'ai eu 14. Je me dis bon 14 ils vont pas me donner un job. La deuxième, alors je suis retourné une deuxième fois, j'ai eu 16. Je me dis 16, peut-être pas sûr que j'ai un job. Je suis retourné une troisième fois, j'ai eu le 18 sur 20. Je me dis bon avec 18 sur 20 normalement si je sors de l'école j'ai un job. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point là pareil, je pense humilité et je passe ce message là notamment aux plus jeunes. Moi, j'avais la conviction que je devais démarrer en bas. Hmm. Et moi, j'ai démarré donc commercial. Est-ce que tu t'es dit, je vais en bas parce que c'est là où je dois aller ou Non, mais c'était, il faut commencer par là. Ok, c'est ça. Voilà. Je te dis, tu vois. C'est-à-dire, avant de prétendre à, on commence là Ok. et on fait ces preuves-là. Et en plus, je rajouterais le fait que j'étais assez convaincu que ce serait aussi une belle école. Ok, c'est ça. Ok. Et puis après, moi, je reviens à mon rôle modèle, qui était mon frère aîné, qui lui aussi avait démarré comme ça. Avant qu'il vienne avec sa fameuse sa voiture voiture de fonction. mon frère aîné, il a démarré comme ça. Ok. Donc voilà, donc moi, j'ai terminé l'école le vendredi, le lundi, il fallait que je travaille. Donc j'étais dans l'obsession de devoir travailler parce que j'en avais marre du coup de téléphone du banquier pour dire que tu étais en découvert de 100 euros. Hmm. Voilà, donc ça c'était plus, j'ai envie de dire, un élément de sécurité. Ouais. J'ai jamais eu après une espèce de cible en me disant je vais être directeur commercial, je vais être directeur Oui. général. Jamais. Globalement, mes cibles, c'était une fois plus la sécurité, payer tes factures. Le deuxième niveau après, c'est enjoy. Ouais. Donc voilà, quand Kiffer, tu peux aller au resto. C'est déjà bien. Voilà, sans avoir à regarder le menu à l'entrée pour savoir si tu peux te payer la pizza. Donc ça, c'est le deuxième. Et puis après, avec le temps, il y a le troisième qui, pour moi aussi, était la sécurité des miens. Hmm. Donc voilà, moi, une fois plus, comme j'ai perdu mon papa assez jeune, j'étais assez conscient assez vite qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, je serais, comme l'ont fait mes aînés, je serais support ou soutien financier, on va dire, de la famille. J'avais mes neveux et nièces à l'époque qui me disaient qu'il faudrait mettre une banderole sponsor officiel de la famille. De la famille, de la j'adore. famille Benahouda. Ils se moquaient de moi. Donc voilà. Et puis après, si j'avais un truc qui me venait, je m'étais dit, le rêve, c'était qu'on m'appelait pour avoir un job. Ok. Que les chasseurs de tête m'appellent. Je sais pas pourquoi j'avais cette espèce de petit truc en me disant ça, ce serait Le signe le que... truc waouh. On m'appelle pour me donner un job. Et ça s'est fait. Barilla, c'était comme ça, non? Ouais, ça s'est fait. Ça s'est fait. Donc voilà, donc je trouve que, et une fois plus, c'est l'invitation aux plus jeunes, en fonction de l'évolution de ta life. Donc le premier objectif, ça doit être ta sécurité, puisqu'une fois plus, c'est de pouvoir vivre décemment avec un toit, payer tes factures. Le deuxième, c'est quand même enjoy. Tes loisirs, pouvoir partir en voyage, voilà. La sécurité des tiens, donc une fois plus, père de famille, mère de famille, c'est les enfants, pour d'autres c'est les frères et les sœurs, pour d'autres c'est les neveux et nièces, mais je pense que cet élément-là, il ne faut pas l'enlever, Ouais. parce que le jour où il n'est pas là, ça tangue, et des accidents de vie, malheureusement, tout le monde en vit et en vivra. C'est quand même mieux quand tu arrives à un peu à les gérer. Et puis après, j'ai envie de dire, le truc ultime, c'est la relation que tu as, une fois plus, avec l'argent, ou un salaire, ou un rôle. C'est quand même cette espèce de sentiment de liberté. De te dire, tiens, tu m'as demandé tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai prévu pour les vacances, j'en sais rien. Mais il improvise. Voilà, je suis là, je peux improviser. Et ça, c'est un bon kiff. Mais le message, c'est que ça se construit dans le temps. Et aujourd'hui, il y a quand même un problème des plus jeunes qui veulent aller plus vite que la musique. C'est ça. Moi, je les croise dans mon entreprise, je partage du temps avec eux, ce qui m'intéresse. J'ai des neveux, j'ai des nièces. Faut rappeler que les choses, ça se construit étape par étape. Aller trop vite, on se crame.
Et puis on oublie les choses essentielles, les fondamentales de la construction d'une vie, qui sont une fois de plus de l'ordre de la sécurité, qui sont de Bien l'ordre sûr. des fondamentaux. Et puis là, voilà, j'ai envie de dire aussi, faut pas se leurrer, il n'y a que le travail qui te les donne, hein. Ouais. Donc on revient à cette In notion-là, fine, on ouais. peut tirer sur le travail et détester, il n'y a que ça. Ouais, mais surtout le sujet, c'est trouver le travail qui te fait à minima Absolument. kiffer. Absolument. Mais il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, tu vois, les différentes Les étapes. En plus de tout à l'heure, quand tu disais justement que tu n'arrivais pas trop à célébrer Ouais, les victoires, Ouais. célébrer qu'on te vient Ouais. te chercher, etc. toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Justement, je trouve que le sujet du rapport à l'argent joue quand même il y a un truc là-dedans aussi, parce que vu que au début, tu travailles pour la sécurité, il y a un moment où la sécurité, c'est bon, bah, je trouve qu'il y a un long moment, souvent, qu'on passe à ne pas kiffer. Parce qu'on se dit, on ne sait jamais. Ouais. Mais, Et comment tu as fait, du coup, pour switcher, ou si ce n'est pas encore fait, je ne sais pas, mais pour travailler ce truc-là, te dire, en fait, maintenant, je peux kiffer, je peux me payer des trucs, je peux, tu vois, sans être dans l'extravagance, hein, mais... Non, alors, c'est un drôle, mais on dit de moi, et mes potes diraient moi, je n'ai toujours pas switché, je ne kiffe pas. Mais non, mais tu vois, pareil, ce truc-là, je te dis, moi j'ai fait, alors donc ça fait 26 ans que je suis chez le Barilla, je n'ai jamais demandé une augmentation de salaire. Pardon? Je n'ai jamais demandé une augmentation On te de donne, j'espère. salaire. On m'a donné. Ah, ok, d'accord. Non, mais voilà, mais non, mais parce que j'ai toujours Oui. considéré que la performance et le comportement Oui, seraient récompensés à un moment ou à un autre. Oui. Alors tu peux rater une année, il y a une année, c'est une augmentation un peu pourrie, auquel le mec il n'a pas vu, c'est pas grave. Mais je reste assez convaincu qu'il y a toujours des gens qui sont capables de lire, de voir et de récompenser. Mais oui, moi j'ai pas, une fois plus, j'ai jamais, tu vois, j'ai jamais eu, tu sais, comme alors d'ailleurs c'est les écoles de commerce, je trouve que là-dessus elles sont un peu pourries à dire aux gamins qu'au bout de 5 ans tu vas gagner 80 000 euros et au troisième année, voilà, driver une carrière ou un développement au sein d'une entreprise sur l'argent, je pense que tu vas dans le mur. Ça, je suis d'accord. Et j'en ai vu Ouais. qui avaient cette obsession-là. Et moi je l'ai jamais fait. Et effectivement, je suis un exemple vivant. Alors, peut-être pas certains diront un mauvais exemple, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ouais, 26 ans, j'ai jamais dit, j'ai jamais levé la main. Par contre, c'est venu. Mais voilà, c'est venu. Et du coup, C'est venu, ce mais qui- c'est venu comme étant le résultat, une fois de plus, d'un investissement, de performance, de comportement. Et voilà, j'ai confiance en ça, en tout cas, ou dans les entreprises. Et après, oui, Et comment tu as appris à kiffer, du coup? Ou tu apprends à kiffer? moi la relation que j'ai, ouais, c'est le sentiment de liberté. Oui, ok. Alors, une fois de plus, c'est que les miens sont en sécurité. S'il y a un accident ou un incident, je Saurais peux, être là, je sponsor. peux le régler. Je peux le régler. Et deux, oui, c'est le sentiment de liberté. Où, moi, j'ai connu, enfin, moi, j'ai grandi, t'allais pas au resto, t'allais pas en vacances, tu voyais le kiosque à glace, tu le regardais de loin, ça te donnait envie, Oui, oui. tu pouvais pas. Donc voilà, et ça, j'oublie pas. Voilà, je trouve qu'il y a, je sais pas moi qui l'a dit, mais c'est quelqu'un que j'admire, mais ça aussi c'est discutable. Mais non, mais c'était Zidane qui disait, ouais, on peut continuer à, tu vois, à aspirer à la vie de ceux qui sont tout au-dessus de nous, mais il y en a beaucoup plus en bas. Et moi, je viens de là-bas. Donc ouais. Moi, encore aujourd'hui, aller dans un beau resto, je ne le prends pas pour argent comptant, c'est presque une consécration. Faire un voyage de manière très libre, ouais, c'est une consécration. Et j'ai encore ça. Hein. Mais c'est beau, je trouve. Mais je pense que ça, et là on revient à les 0 à 20 ans qui ont conditionné ta vie, mais j'ai tellement été dans cette frustration inverse, où je ne pouvais pas, où tu regardais les autres, envieux. Voilà, moi je suis parti en vacances la première fois, je sais pas, moi j'avais 20, non, j'avais 15 ans, ouais. Mais ouais, non, j'ai ça, je l'ai gardé, ça vient de là. Mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a deux types de profils. Tu as soit ton type de profil, soit d'autres personnes justement qui vont aller à l'extrême en mode j'ai rien eu et je claque. Ouais, tu vois? Et du coup, c'est juste deux écoles. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce que... Mais non, moi j'en ai reçu dans le podcast hein, qui disent... Non, mais moi j'accorde une certaine valeur à tout ça. Alors moi j'estime, je vais te dire, dans mon rôle, j'ai la chance, là pour le revenir à la famille,
Moi, dans ma famille, on est 8 et il y a tous les jobs. Hmm. Il y a les salaires les plus bas, les salaires médians et Les on va salaires dire les plus le hauts. plus élevé. Hmm. Donc, Oui. voilà, moi, je sais ce que ça vaut un billet de 20 euros. Hmm. Hmm. Quand tu dis celui qui a... Non, oui, mais sans le... Je ne veux pas passer pour le pingre, loin de Oui, là. oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, non, non. Oui, oui. Et ça, la famille, ça me fait du bien. Et Et te j'y vais remettre, régulièrement et ça me remet les pieds sur terre avec, entre guillemets, les problématiques on va dire, de la société et des classes moyennes au sens large. Alors, c'est pas un pauvre, mais c'est la classe bien moyenne. sûr, bien sûr. Ou quand tu as un accident, ben, ça vient tout perturber, où les mois sont tendus, où les inflations sont un problème, où le cursus scolaire de tes enfants va devenir un problème, parce qu'il faut payer tel ou tel frais. Donc voilà, moi j'ai cette chance-là en tout cas, de donner une valeur à tout ça. Et puis une fois de plus, le truc c'est quand même d'abord sécurité, toi, les tiens et les accidents de la vie, parce que moi pareil, je suis pas à l'abri d'un accident de Bien la vie. sûr, bien sûr, bien sûr, personne n'a Et l'abri. demain, on peut me dire, Milou, t'es gentil, au revoir. Hmm. Hmm. Donc je pense Complètement. que ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Hmm. De toute façon, on est, statistiquement, on en a tous. C'est ça. Donc, Je suis d'accord. il y en a certains qui en ont beaucoup plus que d'autres, malheureusement. Mais à un stade de notre vie, de toute façon, ces choses-là arrivent. C'est quand même mieux de s'y préparer. Hein. Ouais, je suis d'accord.